Bonjour à tous. Bonjour. 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 Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ah oui, ça. Que j'entende, là. Bonjour. Bonjour. On se donne encore 2 petites minutes avant de démarrer la séquence. Il y a encore des personnes qui doivent se connecter et on démarrera là dans 2 minutes. Bonjour. Bon, Bonjour tout le monde. bonjour. 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 Je vous propose de démarrer la séquence. Donc, on avait reprogrammé pardon, ce second Zoom dans le mois de mai parce que lors de la dernière séquence où on présentait la FIE. Par, par contre, je vais vous demander de bien vouloir désactiver vos micros parce que ça fait des interférences. Juste dans l'organisation, donc je vais présenter. Vous pouvez bien sûr poser toutes les questions, lever vos mains, mais essayez de couper le micro pour éviter que l'on ait des bruits et des parasites qui interviennent sur la présentation. Donc oui, je disais que nous avions reprogrammé cette séquence parce que lors de la précédente où nous avions ambitionné de présenter à la fois la FIE et l'instruction générale, on avait passé beaucoup plus de temps que prévu sur la circulaire FIE, donc qui consacre les budgets 2025 aux entreprises adaptées. Et donc on a reprogrammé celui-ci pour présenter de manière un peu plus spécifique l'instruction générale
numéro 2025-41 qui vient remplacer l'ancienne circulaire des entreprises adaptées de 2019 et qui vient reposer le cadre, qui vient reposer les dossiers de demande d'agrément et les outils que vous allez devoir utiliser maintenant dans le cadre de vos dialogues de gestion. Donc, cette séquence va venir un peu plus en détail sur ces éléments. Avant, pour commencer, j'avais deux petites informations à vous repasser sur l'arrêté de prolongation des avenants financiers qui a été acté et qui autorise à avoir qui autorise à avoir exceptionnellement une duplication et un rallongement du délai de validité de l'avenant provisoire qui a été acté en ce début d'année. Juste repréciser les choses et le cadre. Ce que nous donne cet arrêté, c'est que l'ASP peut engager les paiements des aides au poste et des entreprises adaptées jusqu'au 31 mai. Le 31 mai, donc, ce sont les aides financières que peuvent toucher les entreprises adaptées du 1er janvier au 31 mai. Mais comme les entreprises adaptées sont en déclaration a posteriori, c'est-à-dire exercice échu, c'est-à-dire que les déclarations du mois de mai, vous allez pouvoir les commencer à partir du 1er juin. Globalement, votre déclaration, même si vous n'avez pas signé votre avenant financier définitif au 31 mai 2025, vous allez pouvoir déclarer vos aides au poste du mois de mai qui seront encore, par contre, sur les éléments de l'avenant financier provisoire que vous avez signé en début d'année. Donc, il y avait eu un peu d'ambiguïté sur ce sujet-là dans la dernière présentation de la DGFP sur le sujet, mais ils nous ont bien confirmé aujourd'hui qu'il n'y aura pas de blocage. Même si votre avenant financier définitif est signé le 1er juin, le 5 juin ou le 6 juin, vous aurez la possibilité, vous serez payé sur votre avenant financier provisoire à partir du 1er juin, quand vous allez déclarer vos déclarations mensuelles, votre nouvelle déclaration mensuelle du mois de mai. Donc, je voulais juste repréciser, puisque on est dans des délais contraints, les DRETS ayant eu leur dotation très tardivement et devant produire les avenants financiers définitifs actuellement, ils pourront être signés sur toute la période du mois de juin, pour vous garantir la continuité de paiement. Mais par contre, ils devront absolument être signés avant le 30 juin pour pouvoir être payés et avoir la continuité de paiement. C'est le premier point que je voulais vous confirmer. Et juste vous dire aussi que pour les structures qui ont signé un nouveau CEPOM en 2025, qui ont dû re-signer un nouveau CEPOM en 2025, ces structures-là ne sont pas concernées par cette problématique-là, puisqu'elles ont déjà un avenant financier définitif qui pourra bouger en cours d'année, qui pourra bouger en cours d'année s'il y a des dotations supplémentaires qui peuvent vous être allouées, mais elles sont déjà dans un caractère définitif de l'avenant financier. Et donc, ça concerne 176 entreprises adaptées qui ne sont donc pas concernées par l'arrêté de prolongation des avenants financiers au 31 mai. Donc ça, c'était la première information que je voulais passer. La deuxième, c'est juste les saisies des annexes dans EA2, des annexes 2 dans EA2, donc globalement les résultats de l'exercice 2024. Il y a une prolongation qui a été donnée. Normalement, ça devait se terminer au mois de mai. Il y a une prolongation de 15 jours qui a été donnée par l'ASP. Si vous vous connectez sur l'outil, vous l'avez en message d'ouverture. Et vous avez la possibilité de saisir vos objectifs réalisés de l'exercice 2024 jusqu'au 15 juin.
au-delà du 15 juin, le système sera bloqué. Et par contre, ces éléments-là sont notamment nécessaires pour le calcul de la part modulée des CD tremplins et des EATT en termes de versements complémentaires. Donc, notamment si vous êtes concerné par ces dispositifs et si vous avez eu des financements CDD tremplins, veillez bien à ce que vos annexes 2 aient été complétées dans le A2 pour pouvoir toucher la part modulée. Si elles ne sont pas complétées, le système ne vous donnera plus la possibilité de revenir en arrière, de pouvoir bénéficier des éléments qui permettent de calculer cette part modulée. Donc là, c'était juste une information, les deux informations préalables que je voulais donner avant la présentation de l'instruction générale. Donc sur l'instruction générale, donc 2025, c'est pas 31, mais c'est 2025-31, pardon. 2025-41, c'est la circulaire FIE. Cette instruction générale, elle était attendue depuis longtemps. Nous avions travaillé il y a déjà pratiquement plus d'un an sur les éléments. Il y avait eu des allers-retours et des échanges avec la DGEFP sur ce sujet-là pendant un long moment. Nous l'avons annoncé au printemps l'année dernière, nous l'avons annoncé à la rentrée, à Noël. Finalement, on l'a eu pratiquement au printemps suivant, parce que le calendrier et puis l'instabilité politique que l'on a connue n'a pas permis non plus de pouvoir accélérer la publication de cette instruction. L'instruction, qu'est-ce qu'on peut dire globalement en éléments et en propos introductifs, elle remplace donc la circulaire 2019-42 qui avait déjà été produite et qui donnait le cadre d'intervention, le cadre des modalités d'agrément des entreprises adaptées. Elle vient, réaffirmer le rôle des entreprises adaptées en tant qu'acteurs essentiels des politiques publiques de l'emploi des personnes en situation de handicap et comme des acteurs des territoires au service de l'emploi de proximité. Donc, qu'est-ce qu'elle précise également? C'est toujours la volonté d'accompagner la transformation des modèles économiques des entreprises adaptées pour renforcer leur capacité d'innovation et de coopération territoriale. Elle confirme, et c'est pour ça que cette instruction a dû être réécrite aussi, elle confirme les dispositifs de transition professionnelle qui avaient été validés dans le cadre de la loi plein emploi de décembre 2023. Donc elle vient de définir le cadre et les modalités de fonctionnement du CDD tremplin, des missions de ATT. Dispositifs de transition professionnelle qui ont pour visée de favoriser les passerelles vers l'emploi durable en dehors de l'entreprise adaptée. Cette instruction vient préciser aussi le pilotage territorial, c'est-à-dire comment les DRETS organisent la relation avec l'entreprise adaptée via les dialogues de gestion réguliers et la mobilisation des comités pour l'emploi, puisqu'aujourd'hui, les entreprises adaptées intègrent le comité pour l'emploi qui est issu de la réforme France Travail. La circulaire vient également réaffirmer les modalités d'agrément et de financement des entreprises adaptées avec le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens qui conditionne le soutien financier de l'État et le versement des aides au poste pour les entreprises adaptées. Et elle vient préciser également comment les porteurs de projets peuvent être accompagnés par les services déconcentrés de l'État pour pouvoir devenir et être agréés entreprises adaptées. Ça, c'est le cadre général de cette instruction. Comment est structurée l'instruction? Si vous le regardez, et si vous voulez un livre de chevet, elle fait, avec toutes les annexes et toutes les pièces, elle fait 150 pages. Donc, vous pouvez regarder globalement les éléments. Il y a beaucoup d'annexes avec les modèles de CEPOM, les modèles de documents et d'annexes 2 à compléter, notamment dans le cadre
des dialogues de gestion. Mais juste donner la structuration globale de l'instruction. Vous avez une introduction politique générale sur les entreprises adaptées et la confirmation que les entreprises adaptées sont des outils de la politique publique de l'emploi pour les personnes en situation de handicap dans les territoires et qu'elles jouent un rôle important dans la réussite des politiques inclusives en France. Et ensuite, de cette introduction politique sont déclinées des fiches thématiques et une boîte à outils qui va donner aux dirigeants d'entreprises adaptées, aux futurs porteurs de projets qui veulent créer des entreprises adaptées, des éléments de lecture et des outils de complétude, des demandes d'agrément et des demandes alors pas de renouvellement de CEPOM, puisque le renouvellement de CEPOM n'existe pas, mais la négociation d'un nouveau CEPOM, de pouvoir compléter les dossiers complets. Donc le contenu de la circulaire a été adapté pour tenir compte de tous les dispositifs qui ont été votés dans le cadre de la loi plein emploi, notamment la confirmation des CDD tremplin et la confirmation des entreprises adaptées de travail temporaire, et également la prise en compte des retours de différents contrôles, de différents audits et de différentes missions qui ont pu être menées sur les entreprises adaptées, que sont le rapport de la Cour des comptes, le rapport IGAS-IGF sur les entreprises adaptées aussi. Donc, cette instruction a tenu compte, et le rapport du Sénat, que le Sénat avait fait sur les entreprises adaptées également, cette instruction a tenu compte de tous ces éléments-là pour pouvoir évoluer, même si vous verrez que les évolutions restent quand même, ne sont pas forcément très très importantes et restent à la marge de ce que vous avez pu connaître auparavant. Sur les fiches, donc nous avons 6 fiches, exactement 7 fiches, mais il y a 3 fiches, il y a 2 fiches numéro 3, pardon. La première fiche étant la fiche numéro 1 qui vient présenter l'EA et le ATT comme des outils indispensables de la politique publique d'emploi pour les personnes en situation de handicap. Une fiche numéro 2 qui va venir préciser derrière ce qu'est le contrat d'objectif pluriannuel, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, pardon, et que c'est ce contrat et la signature de ce contrat qui vaut agrément d'entreprise adaptée. Les fiches 3 donc, qui concernent le financement, donc avec la fiche 3 qui concerne les modalités générales de financement. La fiche 3, qui est une fiche qui permet de donner les modalités de calcul de la part modulée de l'aide du CDD tremplin. Une fiche 3B doit bientôt être introduite pour parler des modalités de calcul de la part modulée pour les EATT. Donc elle doit encore être ajoutée à cette instruction. La fiche numéro 4 vient cadrer et parler du dialogue de gestion et des modalités de réalisation du dialogue de gestion entre les entreprises adaptées et les services déconcentrés de l'État. La fiche numéro 4 viendra présenter les dispositifs d'accompagnement des parcours de transition professionnelle. Donc on y verra notamment les modalités de réalisation du CDD tremplin, de l'EATT et de la mise à disposition. Et la fiche numéro 6, c'est la fiche qui vient préciser les référentiels d'entrée, donc quels sont les publics qui peuvent être éligibles aux aides en entreprise adaptée, en différenciant le socle des autres dispositifs de transition professionnelle, donc c'est des tremplins et EATT. Et elle vient surtout préciser le référentiel de sortie de l'entreprise adaptée, qui n'avait jamais été publié depuis 2019 et depuis la dernière réforme des entreprises adaptées. Ce référentiel était présent dans le A2, puisque quand vous qualifiez vos sorties et les fins de contrat de vos collaborateurs dans le A2, vous utilisiez de manière déguisée, entre guillemets, le référentiel de sortie, mais il n'avait jamais été officiellement publié dans une instruction par les services de l'État. Donc là, ce sont les fiches thématiques générales qui composent l'instruction. Derrière, vous avez la boîte à outils.
et la boîte à outils. Donc, vous avez 5 annexes qui composent cette boîte à outils. L'annexe 8 qui comprend le dossier de demande d'agrément, qui en comprend 2. Donc, dossier de demande d'agrément EA et dossier d'agrément EATT. Donc, ça, c'est globalement le dossier que vous allez utiliser à chaque fin de CEPOM et que quand vous allez vouloir redéposer un nouveau CEPOM, une demande d'agrément et de nouvel agrément. Donc, c'est quelque chose que vous utiliserez à ce moment-là. Ou pour les porteurs de projet, ce sont les dossiers que les porteurs de projet utiliseront pour faire leur première demande d'agrément d'entreprise adaptée. L'annexe 9, c'est celle qui donne les modèles de CEPOM. Donc, vous allez retrouver les modèles de CEPOM qui ont été intégrés aujourd'hui dans EA2 et qui sont les documents officiels et juridiques qui vous permettent derrière de signer ces contrats, où vous aurez à l'intérieur l'identification de l'entreprise adaptée, donc ce que l'on appelle l'annexe 1 du CEPOM, les objectifs opérationnels qui sont définis pendant le dialogue de gestion, donc qui représente l'annexe 2 du CEPOM, et l'avenant financier, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'un avenant financier qui reprend les différentes modalités de mise à l'emploi au sein des entreprises adaptées. Donc, pour les contrats socles, les aides socles, pour les aides CD et tremplin, et pour les aides mises à disposition quand vous êtes dans le cadre d'une entreprise adaptée traditionnelle. L'annexe 10 est une annexe qui vient repréciser le tableau d'équivalence entre les BOETH et les RQTH. Vous savez que depuis la mise en œuvre de la loi pour le plein emploi, aujourd'hui, dans les entreprises adaptées, le critère de bénéficiaire de l'obligation d'emploi a été élargi en entrée de dispositif. Donc là, cette annexe vient juste préciser et redonner le tableau de lecture des équivalences qui existent entre les bénéficiaires de l'obligation d'emploi et les titulaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. L'annexe 11, elle reprend l'intégralité des critères de recrutement en entreprise adaptée et en entreprise adaptée de travail temporaire. Et l'annexe 12 reprend le référentiel de qualification des sorties. Et donc ça, on vous les présentera tout à l'heure. Donc voilà comment se constitue la circulaire entre les fiches thématiques qui reprennent les différents éléments et les annexes qui vous donnent des modèles de documents à compléter et des modèles de CEPOM notamment pour la contractualisation que vous allez réaliser avec l'État. Toutes ces informations, pour vous préciser, elles sont accessibles sur le site de l'UNEA. On a une page dédiée qui reprend la nouvelle instruction relative aux entreprises adaptées. Si vous vous connectez sur le site à ces éléments-là, donc vous avez l'intégralité de la circulaire qui est reprise, et vous avez derrière toutes les pièces annexes qui sont également téléchargeables sur le site, donc les modèles de CEPOM, les modèles d'annexe 2, le modèle d'annexe 1. Donc vous allez pouvoir retrouver sur le site de l'UNEA l'intégralité de ces informations-là, si les services de l'État ne vous les ont pas encore transmis aujourd'hui. Donc voilà globalement pour la constitution globale, des éléments de la circulaire. On va rentrer maintenant un peu plus en détail, fiche par fiche, thématique par thématique, sur les différents éléments et sur ce que vient repréciser la circulaire, l'instruction. Excusez-moi, on ne parle pas de circulaire, mais on parle d'instruction. Oui, Marion, j'ai vu que tu avais levé la main. Sébastien, est-ce que tu veux qu'on commence à répondre aux questions ou tu préfères la fin? Parce que alors j'ai une personne sur Aura qui dit qu'elle n'a pas eu le rappel de l'EA2 pour remplir l'annexe 2. Voilà, et elle demande si c'est parce qu'ils ont eu un nouveau CEPOM depuis 2025.
Normalement, non, hein. Je pense qu'ils le font à tout le monde. Moi, je vais peut-être redemander à l'adresse. Je pense que c'est parce que le dirigeant a changé et que peut-être qu'ils ont du coup pas les nouvelles coordonnées du nouveau dirigeant. Hein, il y a pas... Pour ceux qui ont renouvelé le CEPOM, c'est toujours le même. Oui, c'est les mêmes éléments. Je ne sais pas si vous avez Ils ne reçu sont un pas mail. exclus, quoi. Ouais. En fait, je ne sais pas s'il y a eu un mail qui a été formulé. On avait communiqué, nous, dans un flash adhérent, et il y avait le message qui était apparent quand on se connectait sur le site Internet. Vous savez, sur la première page, vous avez une espèce de pop-up qui se met avec les informations générales. C'était inscrit là. Mais je ne sais pas si l'ASP a poussé un mail automatique aux entreprises adaptées pour dire vous avez jusqu'à telle date pour compléter vos éléments Et normalement, l'annexe 2, l'adresse quoi. l'a fait aussi. L'adresse a dû le faire, mais EA2 directement, je suis moins sûr. Ouais, je pense pas. Ouais, je sais pas. Visiblement, Merci. il y a pas mal de réactions là dans le chat, hein, sur différentes régions où les personnes, enfin les EA n'ont pas non plus reçu de demande de la part des services de l'État pour compléter EA2. Et il n'y a pas forcément un nouveau dirigeant ou une modification de CEPOM. En tout cas, si vous vous connectez aujourd'hui avec vos éléments, avec vos liens de connexion sur le A2, sur la première page, je l'ai vérifié ce matin, sur la première page, c'est bien inscrit et bien indiqué également cette date de report jusqu'au 15 juin pour pouvoir saisir les EA2, les objectifs dans l'annexe 2. En sachant que dans l'annexe 2, hein, il y a beaucoup d'éléments qui remontent automatiquement, hein, et qui sont calculés automatiquement. Tous les éléments de calcul d'effectifs, ça, vous n'avez pas à les remplir. C'est le système qui les calcule automatiquement. Vous avez surtout à compléter derrière les éléments qui concernent l'accompagnement socio-professionnel et l'accompagnement professionnel et l'accompagnement social. Derrière, on va vous demander surtout de remplir la volumétrie d'heures que vous avez consacrée sur l'exercice 2024 sur cet axe en particulier. Et je rappelle juste en termes d'affichage, puisque c'est une question qui nous revient régulièrement, en termes d'affichage, certaines structures nous disent les effectifs ne correspondent pas, qui apparaissent dans mon annexe 2, ne correspondent pas à mes effectifs réels. Il faut savoir que tous les calculs d'ETP qui remontent dans EA2 sont des ETP qui sont mensualisés. Donc une personne qui travaille toute l'année est affichée comme 12 ETP dans EA2, parce que c'est les modalités de calcul de EA2. Donc il faut bien avoir cet élément en tête. Et globalement, le chiffre qui apparaît et qui remonte dans les différentes catégories, dans les différentes cases de public, vous le divisez par 12 pour avoir votre TP réel que vous calculez généralement différemment dans l'entreprise adaptée. Il y a des autres questions, Marion, ou c'est OK, je les vois pas, hein, je te cache pas. Donc, Non, il y a des retours par rapport à ça, qu'effectivement, il y Il n'y a en pas a. eu, il y a pas eu d'informations, de choses comme ça, ouais. Et qu'il y a eu un pop-up, dit Julia. OK. Donc on va avancer sur le contenu général, fiche après fiche, et vous dire ce qu'il y a dans les éléments de la circulaire et ce qui change majoritairement. La fiche numéro 1, c'est juste rappeler, c'est un peu une fiche aussi un peu politique et de cadrage et de positionnement des entreprises adaptées comme un outil des politiques publiques de l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Donc ça vient préciser que les EA et les EATT sont des acteurs des territoires et que leur vocation, elle est double. Elle est à la fois économique et sociale, donc que l'entreprise adaptée poursuit le développement de son modèle entrepreneurial au service d'une mission sociale
d'emploi de personnes en situation de handicap et de développement de l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc ça rappelle cette vocation. Ça rappelle derrière le périmètre d'implantation et les règles de fonctionnement d'une entreprise adaptée. C'est-à-dire que le périmètre d'une entreprise adaptée, c'est un périmètre de contractualisation régionale. Donc, quand vous êtes entreprise adaptée, vous avez une entreprise adaptée qui est agréée sur un territoire régional. Si vous voulez vous implanter sur un autre territoire, il faut en tout cas avoir physiquement une unité de production sur un autre territoire. Il vous faudra faire une demande d'implantation sur un autre territoire et une demande d'agrément dans le cadre, on verra tout à l'heure, de ce qui s'appelle une procédure coordonnée pour pouvoir obtenir un agrément sur un autre territoire. Donc, c'est bien repréciser qu'on est dans ce cadre d'un périmètre d'implantation régionale et qu'au sein de votre région, vous pouvez implanter tous les établissements que vous voulez en termes de déploiement d'activités ou de sites de production. Il est rappelé aussi que l'entreprise adaptée, c'est un agrément. Ce n'est pas un statut, ce n'est pas une forme juridique quelconque, c'est un agrément qui est donné par l'État et qui est conditionné à la signature d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec les services de l'État, donc avec le préfet de région, qui souvent donne délégation aux services déconcentrés de l'État dans les DRETS. Donc ça, c'est quelque chose qui est important aussi de bien repréciser que l'agrément n'est pas lié à une forme juridique quelconque de l'entreprise. Derrière, il a été reprécisé aussi la notion d'accompagnement qui a été définie par la loi pour le plein emploi et par les décrets de l'année dernière 2024 99 et 2024 100 qui demande à ce que l'accompagnement réponde aux besoins spécifiques du salarié et que l'entreprise adaptée derrière peut, et les mots sont importants, peut jouer un rôle de passerelle. Donc c'est pas exclusivement jouer un rôle de passerelle, mais elle peut jouer un rôle de passerelle en derrière répondant aux souhaits, aux besoins du projet professionnel de chaque collaborateur. Et derrière, il est listé sur cette fiche numéro 1 un ensemble de panels d'outils que l'entreprise adaptée peut utiliser pour construire les parcours professionnels de ses collaborateurs. Donc la période de mise en situation en milieu professionnel, la PMSMP, la MAD, la mise à disposition, la formation en situation de travail, donc les situations d'AFEST, les méthodes de recrutement par simulation, les MRS, les validations d'acquis de l'expérience, mais également les reconnaissances d'acquis de l'expérience, et la médiation avec les entreprises, qui sont aussi des outils qui peuvent être utilisés pour construire et conforter les projets professionnels des personnes en situation de handicap. Cette fiche rappelle également que les entreprises adaptées sont acteurs de plein droit de l'économie sociale et solidaire et qu'elles peuvent mobiliser l'agrément ESUS, mais c'est une demande qui doit être faite supplémentaire, donc l'agrément ESUS qui leur permet d'accéder notamment à des financements de l'économie sociale et solidaire et à des fonds dédiés, notamment portés par toute la finance solidaire. Donc, voilà ce que précise aujourd'hui la fiche numéro 1. La fiche numéro 2, elle vient définir le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens qui vaut agrément. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'entreprise adaptée, il est rappelé que ce n'est pas une forme juridique. L'entreprise adaptée, c'est un agrément, et c'est un agrément qui est délivré par l'État dans des conditions qui sont définies par le Code du travail. Donc, pour obtenir l'appellation entreprise adaptée, il faut respecter un ensemble de règles qui sont définies dans le cadre du Code du travail et des articles qui sont dédiés aux entreprises adaptées.
Il est précisé, et il est reprécisé aujourd'hui, que les entreprises adaptées peuvent être créées par à la fois des collectivités territoriales, des organismes publics ou des organismes privés. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de limitation particulière. Toutes ces structures peuvent créer aujourd'hui une entreprise adaptée. Ils peuvent demander un agrément d'entreprise adaptée. La forme juridique, elle n'est pas imposée, elle est à la libre discrétion du porteur de projet. C'est le choix du porteur de projet. Donc, la forme juridique peut être associative, commerciale, peuvent être des fondations, des mutuelles, des établissements publics. Ça, c'est le porteur de projet qui, quand il fait la demande d'agrément, définit quelle est la forme juridique la plus adaptée pour le développement de son projet d'entreprise adaptée. Derrière, comment se fait la demande d'agrément? Elle se fait et elle se concrétise par la signature avec le préfet de région d'un CEPOM. Et c'est ce CEPOM et la signature de ce CEPOM qui conditionne demain le soutien financier de l'État. Sans signature du CEPOM, vous avez beau mettre votre nom commercial entreprise adaptée qui apparaît partout, ce n'est pas pour ça que vous aurez des aides de l'État si vous n'avez pas signé demain un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'État. Et ça reprécise bien le périmètre de contractualisation de l'entreprise adaptée, qui est un périmètre régional. Ça, c'est une nouvelle fois important de bien avoir en tête. On n'a pas d'entreprises adaptées qui ont un périmètre national, une couverture nationale. Ce sont des périmètres régionaux, et ce sont bien des périmètres régionaux. Ce ne sont pas non plus des périmètres départementaux. Quand vous avez un agrément sur un territoire, vous avez un agrément sur une région et vous pouvez développer vos activités sur l'intégralité des départements de la région dans laquelle vous avez signé votre CEPOM. Sur ce point-là, je voulais juste insister, refaire un zoom sur les conditions sur le changement des conditions d'exécution du CEPOM. Ce sont des points qui nous remontent régulièrement par la DGEFP, par les DRETS sur les territoires ou des interrogations qui nous remontent via les chargés de mission de l'UNEA. C'est qu'aujourd'hui, tout changement substantiel d'exécution du contrat doit faire l'objet d'un avenant avec les représentants de l'État. Parce que derrière, ça peut avoir des conséquences vraiment importantes pour l'entreprise adaptée, pour l'État, mais pour l'entreprise adaptée, notamment dans le cadre du paiement des aides au poste auxquelles vous pouvez obtenir dans le cadre de la signature de votre CEPOM. Donc, s'il y a une condition d'exécution qui est changée, derrière, vous devez absolument signer un avenant au CEPOM. Quelques exemples que j'ai mis à l'intérieur. Un changement de direction. Un changement de direction doit être précisé dans le CEPOM par un avenant du CEPOM où la DRETS doit être avertie de cette situation-là, notamment pour vérifier que les accès à l'outil EA2 se font toujours par des personnes qui sont présentes et en activité dans l'entreprise adaptée. Quand vous avez un déménagement et que vous changez de locaux, eh bien, le CEPOM, vous devez le modifier parce que vous devez notifier à l'intérieur de votre CEPOM, dans l'annexe 1, l'intégralité des SIRET qui sont rattachés à votre établissement. Donc, si vous avez une nouvelle unité de production ou si votre siège social déménage, derrière, vous devez absolument signer un CEPOM. Ça, c'est important parce que le système EA2 est couplé avec le système de l'INSEE. Et si votre établissement vient à être fermé et que vous avez déménagé, EA2 va vous stopper l'intégralité de vos paiements. Dès qu'ils vont s'apercevoir que le numéro SIRET est fermé par l'INSEE, n'est plus actif, le système va stopper les paiements et vous serez obligé vous risquez de perdre du temps dans la régularisation de la situation. Donc, il vaut mieux, dès que vous avez un projet de déménagement, en avertir les services déconcentrés de l'État et dès que c'est activé, de pouvoir faire la modification le plus rapidement possible dans EA2 par les services de l'État pour éviter que vous ayez une suspension des paiements.
On a eu plusieurs entreprises adaptées qui se sont retrouvées l'année dernière dans ce cas-là, avec des suspensions de paiement de ce fait-là et des situations de non-paiement d'aide au poste pendant plusieurs mois. Donc ça peut quand même avoir des conséquences financières relativement importantes pour les entreprises adaptées. La création d'un nouvel établissement et d'une nouvelle unité de production, vous devez l'ajouter dans votre annexe 1. Rappelez-vous, l'annexe 1 doit couvrir l'ensemble des établissements dans lesquels l'entreprise adaptée exécute ses activités et ses productions. Donc vous devez absolument le noter, le faire noter et le faire ajouter, ce nouvel établissement, dans l'annexe 1 de votre CEPOM. Développement d'une nouvelle activité, normalement, elle doit être indiquée et précisée également dans l'objet de vos activités qui sont présentes dans votre contrat, puisque votre contrat CEPOM définit un ensemble d'activités, et si vous en développez des nouveaux, et que vous ne le faites pas ajouter dans votre périmètre d'intervention, globalement, on pourrait vous reprocher que cette activité-là ne rentre pas dans le cadre de votre agrément d'entreprise adaptée, et notamment vis-à-vis de vos clients, vous n'auriez pas la possibilité d'émettre des attestations de sous-traitance sur ces activités-là qui ne sont pas notées dans votre CEPOM. Et un point important, dans le cadre d'une cession de l'entreprise adaptée, il faut absolument prévenir les services déconcentrés de l'État de pouvoir, afin de pouvoir rentrer en contact avec les potentiels repreneurs de l'entreprise adaptée, mais en ayant bien en tête que l'agrément entreprise adaptée ne se cède pas. Vous pouvez céder votre activité, vous pouvez céder votre fonds commercial, votre activité générale, mais l'agrément d'entreprise adaptée n'est pas cessible. C'est-à-dire que quand vous avez un changement d'actionnaire principal et que vous avez un rachat d'entreprise adaptée, il faut que les repreneurs entrent en contact avec les services de l'État afin de pouvoir négocier un nouveau CEPOM. Ce sera un nouveau CEPOM qui sera négocié avec les services de l'État. Et donc là, c'est également important. On a eu des situations un peu de blocage l'année dernière dans ce cadre-là, et ça peut venir jusqu'à avoir des suspensions de CEPOM, donc des suspensions de paiement d'aide au poste pour les repreneurs pendant plusieurs mois. Donc ce sont des points qui sont importants. C'est un article du CEPOM, si vous prenez le modèle du CEPOM qui est écrit, et qui précise bien que tout changement substantiel d'exécution du contrat doit faire l'objet d'un avenant à votre contrat. Et l'article suivant, qui est un article de suspension d'exécution du contrat, qui dit que dans le cadre d'une non-exécution, d'une non-transmission de modifications substantielles, vous pouvez avoir une suspension temporaire ou durable de votre contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Donc je voulais vraiment réinsister sur ce point-là, qui est un point important sur lequel on a quand même des échanges relativement réguliers, et où la DGOFP nous fait remonter régulièrement des points de blocage et donc des situations de suspension de paiement pour les entreprises. Sur la fiche numéro 2, donc on a vu, c'était ce qui venait déclarer et définir le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. La fiche numéro 3, elle vient définir les modalités de financement de l'entreprise adaptée de travail temporaire. Donc ça rappelle le régime juridique de l'aide au poste. Et le régime juridique de l'aide au poste, c'est un régime de subvention salariale forfaitaire, donc qui est bien précisé dans l'instruction. Ça rappelle également les modalités de financement de l'entreprise adaptée, avec notamment l'introduction d'une part modulée de l'aide à l'accompagnement pour les entreprises adaptées de travail temporaire, ce qui n'existait pas jusqu'à présent. Ça rappelle aussi la possibilité
mobilisation de l'aide minorée en cas de maintien de salaire pour les collaborateurs qui sont en situation d'absence. Et ça définit toutes les règles de non-cumul des aides de l'État. Donc les aides ne peuvent se cumuler pour un même poste avec une autre aide de même nature ayant le même objet. Donc on va bien regarder ces deux définitions de nature et d'objet de l'aide pour savoir si à un moment donné, quand vous demandez une aide supplémentaire ou une subvention supplémentaire, vous rentrez dans un dispositif qui est déjà financé dans le cadre de l'aide au poste, notamment en entreprise adaptée. Donc ça, c'est important de pouvoir regarder et de regarder la définition de l'entreprise adaptée et la nature et l'objet. L'objet étant, pour l'aide au poste que l'on connaît, une subvention salariale forfaitaire qui contribue à compenser les conséquences du handicap de la personne en situation de handicap et des actions qui sont engagées liées à l'emploi des travailleurs en situation de handicap. Donc ça, c'est la définition qui remonte aujourd'hui et qui est précisée aujourd'hui dans la circulaire sur l'objet sur l'objet de la subvention salariale. Pas de questions, Marion, pour le moment? Alors, Marion a dû s'absenter, du coup, j'ai repris le relais là sur notamment, donc j'ai répondu à un certain nombre de questions dans le chat. Il y en a juste une où, pour le coup, j'ai un doute. Quand on bénéficie de l'agrément ESUS, quels sont les financements spécifiques que nous pouvons solliciter? Pour moi, il n'y en a pas de particulier. C'est pas parce qu'on est ESUS. C'est toute l'épargne salariale qui est notamment portée par France Active, qui gère les fonds d'économie sociale et solidaire et toute l'épargne solidaire. Donc ça donne accès à notamment quand vous êtes particulier, vous pouvez mettre des fonds sur des dispositifs d'économie sociale et solidaire. Ça vous donne accès à tous ces fonds-là aujourd'hui. Donc c'était la seule où je n'avais pas de certitude. Il y a eu effectivement un certain nombre de questions, notamment sur le taux de 55% minimum, de savoir s'il était mensuel ou annuel. Donc c'est un taux qui, a priori, au moment du dialogue de gestion, doit être respecté. Si ce n'est pas le cas, il faudra négocier avec l'État, expliquer pourquoi vous n'êtes pas à 55%. Et ce que vous faites pour y revenir et voir avec l'État pour qu'il puisse vous donner un délai pour revenir à ce taux. Ce taux peut bouger si vous avez par exemple plusieurs départs à la retraite au même moment. Ça peut parfois vous amener à descendre en dessous de 55. Voilà. Donc je réponds au fur et à mesure sur les questions qui sont dans le chat. C'est bien un taux qui est annualisé. Et c'est bien un taux qui se calcule aussi sur l'intégralité du périmètre du CEPOM. C'est-à-dire que si vous êtes un CEPOM multi-établissement, ce taux se calcule sur l'intégralité des établissements de votre CEPOM. Il ne se calcule pas établissement par établissement. Il y a aussi dans le question-réponse une question sur l'apprentissage, où il est demandé plus de cumul aide socle et apprentissage. Plus de cumul aide socle et apprentissage. Il n'y en a jamais eu. Sur l'apprentissage, il y a un positionnement qui est en train d'être réécrit par la DGEFP sur l'intégralité de l'articulation entre l'apprentissage et les contrats en entreprise adaptée. Il y a notamment, en tout cas aujourd'hui, plus la possibilité de faire un CDD tremplin en contrat d'apprentissage, mais ils sont en train de redéfinir tous ces éléments d'aide. Donc, et de mobilisation des dispositifs. Donc là, ce n'est pas précisé aujourd'hui dans la circulaire, ça doit être précisé dans une note spécifique à l'apprentissage par la DGEFP dans les semaines à venir. Voilà, donc je réponds au fur et à mesure sur celles qui sont pas trop, qui sont assez simples à gérer comme ça. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Ok. Donc sur le financement,
Voilà, sur le financement, c'est la fiche numéro 3 qui va venir déterminer, la fiche numéro 3 qui va déterminer les modalités de financement de manière générale, et la fiche numéro 3A qui va venir définir les modalités de calcul de la part modulée pour l'aide CDD tremplin. La fiche 4, elle, va venir déterminer les modalités de dialogue de gestion, donc la négociation du projet et des moyens. Donc, où il est précisé que, normalement, chaque année, la DRETS réalise un dialogue de gestion avec l'entreprise adaptée. Donc ça, je sais que ce n'est pas encore réalisé sur l'intégralité des territoires. Il y a des territoires où des dialogues de gestion n'ont pas eu lieu dans toutes les entreprises adaptées. Et que l'objectif de ce dialogue de gestion, c'est d'avoir une vision partagée sur la mise en œuvre du projet de l'entreprise adaptée au regard de son développement d'activité, au regard de son projet de création d'emplois pour les personnes en situation de handicap et des difficultés qu'elle peut éventuellement rencontrer et des réussites qu'elle peut également valoriser dans le cadre de ce dialogue de gestion. Le dialogue de gestion s'appuie sur l'analyse des résultats économiques et sociaux de l'exercice antérieur. Donc là, vous allez rentrer dans une phase de dialogue de gestion pour l'exercice 2025. Il va s'appuyer sur l'intégralité des résultats de l'exercice 2024. Donc on va regarder ce que l'entreprise adaptée a fait en termes de résultats économiques, en termes d'actions d'accompagnement social au sein de l'entreprise, en termes de formation professionnelle. Et c'est ces éléments-là qui vont alimenter la séquence et le dialogue avec les services de l'État. Et la nouveauté dans cette fiche, c'est que la période du dialogue de gestion a été encadrée dans le temps à partir de maintenant, et le dialogue de gestion doit s'établir normalement entre la période du 1er juillet et du 31 décembre de l'année. Donc, les dialogues de gestion pour l'exercice 2025 devraient commencer à partir du mois de juillet, et les DRETS ou les DETS qui vont participer auront jusqu'au 31 décembre pour pouvoir les réaliser. Sur le dialogue de gestion, les composantes n'ont pas changé. Vous regarderez, ça sera toujours les mêmes éléments qui sont repris, notamment dans l'annexe 2 des éléments que vous complétez. C'est votre principe d'accueil et d'intégration en milieu de travail, l'accompagnement social et l'accompagnement professionnel que vous réalisez pour vos collaborateurs, la formation et les actions de formation proprement dites pour les collaborateurs, et les perspectives et les objectifs de sortie que vous pouvez vous fixer dans le cadre de ce dialogue de gestion. Vous avez derrière les questions sur les interrogations stratégiques du dialogue de gestion. Donc, les DRETS peuvent échanger avec vous sur les capacités à mener le projet, à ajuster les environnements de travail aussi pour répondre aux besoins et au développement des compétences de vos collaborateurs, de pouvoir challenger la stratégie de développement économique de l'entreprise adaptée et que cette stratégie soit soutenable et soit en cohérence avec les besoins du territoire, et derrière que le modèle d'affaires que vous avez soit un modèle d'affaires qui est soutenable. Ça, ce sont les éléments, notamment sur le champ économique et social, qui peuvent vous être demandés, challengés pendant la période du dialogue de gestion. Le petit schéma sur le bas reprend globalement les modalités de dialogue de gestion qui existent sur une contractualisation de 5 ans. Donc, tous les CEPOM aujourd'hui ont une durée maximale de 5 ans. Ils ne sont pas tous signés pour une durée de 5 ans. Mais dans le cadre d'un dialogue de 5 ans, vous allez retrouver sur les deux extrémités, donc sur la première année et sur la dernière année, ce que l'on appelle un dialogue de gestion renforcé, où la DRETS va passer globalement plus de temps à analyser les éléments, le modèle économique, les difficultés que peut rencontrer l'entreprise, mais également toutes les réussites qu'elle sera en capacité de mettre en avant. Et sur les phases intermédiaires, elle aura ce qu'on appelle un dialogue de gestion simplifié, où on sera plus dans des échanges et de l'analyse moins poussée de la situation de l'entreprise adaptée, donc avec des temps de dialogue de gestion qui seront plus courts sur cette phase-là. Donc là, c'est
globalement la fiche numéro 4 qui vient repréciser tous ces éléments. La fiche numéro 5, c'est la fiche qui vient définir tous les outils de la transition professionnelle qui peuvent être mobilisables par l'entreprise adaptée. Donc, on va y retrouver le CDD tremplin, l'entreprise adaptée de travail temporaire et le dispositif de mise à disposition. Donc, ça vient repréciser globalement les 3 dispositifs et comment ils fonctionnent. Donc, pour le CDD tremplin, la nécessité d'avoir un accompagnement renforcé par rapport à ce qui existe dans l'accompagnement sur la partie socle de l'entreprise adaptée, les conditions de recours, qui peut y avoir le droit. Alors, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une expérimentation, mais tout le monde ne peut pas faire du CDD tremplin. Il faut que l'État vous ait autorisé à mener et à mettre en œuvre un CDD tremplin pour pouvoir vous ouvrir notamment une ligne financière dans le cadre de votre avenant financier qui vous permette d'obtenir le financement dédié au CDD tremplin. Ça vient définir le public éligible, que l'on verra dans la fiche suivante. Ça vient définir également les modalités de demande auprès des services de l'État et les spécificités du CDD tremplin. Ça vient, pour le ATT, préciser que c'est une offre de placement qui est dédiée pour les personnes en situation de handicap auprès des autres employeurs, la nécessité de mettre en place un accompagnement renforcé, la contractualisation avec les entreprises adaptées et le public qui est éligible. Et sur la mise à disposition, l'accompagnement des personnes mises à disposition, les conditions de la mise à disposition, et ça vient préciser le statut du salarié qui est mis à disposition. Donc ça, c'est la fiche numéro 5 qui vient reprendre l'intégralité de ces éléments. Sur cette fiche numéro 5, on voulait faire un petit zoom sur les différentes formes d'emploi dans l'entreprise adaptée. Aujourd'hui, dans l'entreprise adaptée, vous avez plusieurs formes d'emploi. Vous avez la plus courante qui est le CDI. 66% des contrats en entreprise adaptée sont en CDI. Vous avez le CDD traditionnel, donc pour surcroît d'activité, pour remplacement, pour tout ce qui est motif traditionnel de recours au CDD. Et vous avez le CDD tremplin, qui est un motif de recours dérogatoire au CDD, qui est lié à l'accompagnement des parcours professionnels des collaborateurs en situation de handicap. Et l'intérim sans motif spécifique, quelque part. Et l'intérim avec une ATT. Oui, l'intérim avec une ATT. Là, je suis dans l'entreprise adaptée. Je n'ai pas mis entreprise adaptée de travail temporaire, mais vous avez l'intérim à côté qui peut être mobilisé. Mais tu peux quand même faire appel à l'intérim en étant en EA. Tout à fait. Et il y a beaucoup d'EA qui font appel à l'intérim et qui font appel notamment à l'intérim adapté auprès des EATT. Vous avez vu, la mise à disposition, ce n'est pas une typologie de contrat. La mise à disposition, c'est un moyen de réalisation d'une prestation chez un client. Donc, il faut bien distinguer cet élément-là parce qu'il y a encore beaucoup de confusion aujourd'hui. Dans l'esprit de beaucoup, la mise à disposition n'est pas un contrat de travail. La mise à disposition est un moyen, une modalité de réalisation d'une prestation d'un contrat auprès d'un client, avec notamment une mise à disposition qui peut être soit à but non lucratif, c'est ce qui est autorisé dans l'entreprise adaptée, ou à but lucratif, et là on rentre dans le champ de l'entreprise adaptée de travail temporaire. Donc il est vraiment important de bien distinguer, de bien voir les formes d'emploi qui sont présentes aujourd'hui dans l'entreprise adaptée. Et après, vous pouvez avoir recours aux contrats d'apprentissage et aux contrats de professionnalisation, qui sont des typologies de contrats qui sont différents. Donc ça, nous étions sur la fiche numéro 5 sur les parcours de transition professionnelle, et la fiche numéro 6, donc elle va venir nous définir les référentiels d'entrée et les référentiels de sortie de l'entreprise adaptée. Donc juste rappeler que pour être éligible aux aides en entreprise adaptée, il y a 2 conditions. Il y a une condition que le salarié soit RQTH, donc et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou soit aujourd'hui bénéficiaire de l'obligation d'emploi, le BOETH.
Alors, ce n'est pas toutes les catégories de BOTH, puisque les ayants droit ne sont pas éligibles à cette partie, on le verra tout à l'heure. Mais il faut cette condition d'être RQTH ou BOTH et d'avoir une condition d'éloignement de l'emploi pour pouvoir être éligible aux aides au poste. Donc ça, c'est obligatoire et ça n'a pas changé. Une seule condition ne permet pas aujourd'hui de pouvoir bénéficier forcément du soutien financier de l'État dans l'entreprise adaptée. Sur les modalités de recrutement, on a un arrêté qui a été paru également le 12 mars 2025 qui vient les redéfinir. On a toujours les deux modalités de recrutement. Une modalité de recrutement sur proposition du service public de l'emploi, du réseau pour l'emploi, on l'appellera comme on veut aujourd'hui, mais globalement sur proposition de nos partenaires de l'emploi, ou un recrutement direct. Vous avez à chaque fois la condition de RQTH et de BOTH qui s'applique. Bien sûr, le seul soutien est donné aux personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés. Et sur proposition du service public de l'emploi, la fiche de proposition de candidature est toujours demandée aujourd'hui, même si vous lisez la circulaire et que vous voyez que l'objectif est de faire disparaître dans quelque temps cette fiche de proposition de candidature. Aujourd'hui, elle est toujours demandée. Donc, quand vous faites un recrutement via vos partenaires emploi, Cap Emploi, France Travail, Mission Locale, demandez bien d'avoir cette fiche de proposition de candidature pour vous assurer de l'éligibilité du financement des aides au poste pour ce collaborateur. Et pour les personnes qui font les structures qui font du recrutement direct, par contre, là, vous avez une liste des conditions qui sont définies par arrêté et que l'on va voir maintenant. Donc ça, ces éléments-là n'ont pas changé. Hein. C'est des éléments qui étaient déjà présents. La seule chose qui, globalement, a changé depuis 2018-2019, c'est le fait qu'on ait une extension de droit pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui permet aujourd'hui d'intégrer d'autres profils de personnes dans l'entreprise adaptée. Sur les critères de recrutement sur proposition du service public de l'emploi, globalement, sur les critères de recrutement, il n'y a pas énormément de choses qui a changé. La seule chose qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, le seul recrutement sur la base d'une personne titulaire de l'AH n'est plus autorisé. Les autres éléments sont restés en vigueur. Et donc là, dans les deux tableaux qui suivent, vous allez voir les composantes qui relèvent du socle, du tremplin et de l'entreprise de travail temporaire. Et vous allez avoir les points et les composantes, notamment sur le socle, qui sont en couleur rouge-mauve, qui sont des points communs entre le recrutement direct et le recrutement avec proposition du service public de l'emploi. Donc vous allez retrouver ces mêmes éléments. Il n'y a pas une modification majeure, hormis le retrait du minima social AH, qui est une prise de décision et une conséquence du rapport de la Cour des comptes et du rapport de l'IGAS sur les entreprises adaptées. On n'a jamais compris réellement la finalité réelle et ce que ça pouvait poser comme problème, puisque pour moi, une personne qui est titulaire de l'AH, ça témoigne quand même très fortement de l'éloignement de l'emploi, mais c'est en tout cas aujourd'hui plus une condition suffisante pour pouvoir travailler dans une entreprise adaptée. Et pour les CDD tremplin et pour l'entreprise adaptée de travail temporaire, les conditions sont d'être sans emploi, sans condition d'éloignement, ou de courir le risque de perdre son emploi en raison du handicap. Donc ça, ce sont des dispositifs qui étaient déjà existants, mais qui sont difficilement mobilisables parce qu'on n'a pas quelque chose de clairement écrit sur ces personnes qui risquent de perdre leur emploi en raison de leur handicap. Donc sur cette fiche, vous avez les critères sur proposition du service public de l'emploi, et sur la deuxième, vous avez les critères de recrutement direct. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal d'éléments qui sont communs, mais surtout la liste n'a pas évolué entre la précédente circulaire et les derniers critères de la précédente circulaire et celle d'aujourd'hui, hormis cette notion d'AH. Derrière,
il y a cette fiche donc, d'équivalence entre les bénéficiaires de l'obligation d'emploi et les RQTH. Donc, ça vient préciser aujourd'hui que le titulaire de la RQTH, elle est toujours attribuée par la CDAPH, donc la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans les maisons départementales du handicap. Et entre-temps, on a eu des attributions par équivalence. C'est-à-dire qu'un titulaire de l'AH est considéré comme RQTH aujourd'hui. Un titulaire d'une carte de mobilité inclusion est considéré comme RQTH aujourd'hui. Un bénéficiaire de l'orientation en milieu protégé est considéré comme RQTH aujourd'hui, rien qu'avec ce titre-là. Et la loi 3DS avait déjà, et la loi plein emploi, ont également élargi aux bénéficiaires d'une prestation de compensation du handicap, donc d'une PCH, le titre de RQTH, aux bénéficiaires d'une allocation éducation pour l'enfant handicapé, qui vaut RQTH derrière, et toute personne qui a bénéficié pendant son parcours de scolarisation d'un projet personnalisé de scolarisation, donc d'un PPS, est aujourd'hui considéré comme RQTH. Donc ça, ce sont des attributions par équivalence. Et ensuite, on a eu des extensions de droit de RQTH à certains BOE. Donc vous les retrouvez tous, hein, les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles qui ont un taux d'incapacité et d'une rente de minima 10%, les titulaires d'une pension d'invalidité. Donc ça, vous êtes sur la colonne centrale où vous retrouvez les personnes. Et dans la liste des BOETH, les seuls qui sont exclus, ce sont les ayants droit. C'est logique puisqu'ils ne sont pas forcément en situation de handicap. Donc ces personnes-là ne sont pas éligibles à l'équivalence et à l'extension de droit, à l'extension des droits pour bénéficier de tous les droits liés à la RQTH. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, qu'un titulaire d'une pension d'invalidité qui a une invalidité réduite, qui lui réduit au moins de 2/3 la capacité de son travail, n'est pas obligé d'avoir une RQTH demandée à la MDPH pour pouvoir travailler dans une entreprise adaptée. Ce document-là et cette extension de droit à ces personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi, c'est suffisant pour pouvoir être candidat en entreprise adaptée. Donc ça, ce sont les éléments qui ont bougé avec la mise en œuvre de la loi plein emploi en fin 2023. Enfin, oui. Est-ce que du coup, on peut juste revenir sur une question où l'explication va être tellement longue en chat que c'est plus simple, je pense, de la donner à l'oral. Donc, Patricia posait cette question donc, quand un salarié est en temps partiel thérapeutique et qu'il passe par exemple de 1 à 0,5 ETP, comment compte-t-il dans le taux d'emploi des TH, 1 ou 0,5 ? De même, si un TH pour un ETP est absent pendant 1 an, comment est-il comptabilisé dans le taux TH, 1 ou 0 ? Donc la question que j'avais posée, c'était de savoir si c'était pour le taux plancher ou pour le taux plafond. Et là, en l'occurrence, pour Patricia, c'est sur le sujet du taux plancher, mais ça peut aussi avoir un impact sur le taux plafond. Donc, est-ce qu'on peut du coup réexpliquer l'impact des temps partiels thérapeutiques ? Donc, sur le taux plancher, quand vous calculez votre taux plancher, on est sur les contrats. Donc, ça va être le nombre les personnes éligibles aux aides au poste en contrat de travail en haut, et on y met aussi les CDD tremplin. Donc, qui dit contrat de travail dit le temps indiqué sur le contrat de travail. Et en bas, c'est la totalité des collaborateurs de l'entreprise adaptée en contrat de travail proratisé si nécessaire, s'il y a des contrats de travail qui ne sont pas sur des temps pleins. Donc, ça a effectivement un impact. On va passer de 1 ETP temps plein à 0,5, mais qui comptera quand même pour 1 puisqu'il a un contrat de travail à temps plein. Et il y aura le même impact sur le plafond. Je ne suis pas d'accord avec toi. Hein. Ça n'a pas d'incidence sur le plancher, sur le 55%, ça n'a pas d'incidence puisqu'en effet, on est sur du contrat. Donc, la personne qui est même en mi-temps thérapeutique reste en contrat avec l'entreprise, donc elle est comptabilisée toujours dans les effectifs. Ouais. Par contre, sur le plafond de financement, elle est prise dans son temps de travail effectif.
Donc, elle sera comptabilisée comme un demi. Si elle est par exemple à mi-temps thérapeutique, elle sera comptabilisée comme un demi dans le calcul des effectifs. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous, si vous me permettez. Pourquoi? Parce qu'on nous dit toujours que le Code de la sécurité sociale sur les temps partiels thérapeutiques n'est pas le Code du travail. Et chaque fois qu'on a quelqu'un en temps partiel thérapeutique, on doit faire un avenant à son contrat de travail précisant son nouveau temps de travail. Donc, quelqu'un qui passe de 1 à 0,5, il a un avenant qui modifie son contrat de travail. C'est la loi qui le veut. Du coup, est-ce que quand il passe de 1 à 0,5, sur la partie plancher, est-ce qu'il passe aussi de 1 à 0,5? Bah, si tu fais un avenant, tu es Mais tu obligé n'as de pas le le choix, déclarer. c'est la loi. Oui. Tu Et si tu n'as fais pas un le droit avenant, d'avoir quelqu'un en oui. temps partiel thérapeutique sans un avenant à son contrat de travail. Bah, si tu fais un avenant à son contrat de travail dans EA2 et que tu le passes de ce fait-là à mi-temps, eh ben, il sera comptabilisé comme un demi au lieu d'être Je crois que comptabilisé personne ne comme fait cet avenant dans EA2. J'avais déjà Alors, posé la question. Personne ne le fait. Justement, pardon, Anne-Sophie Jacquet, Logins EA, et on a pas mal de situations en mi-temps thérapeutique. Et effectivement, on fait bien ce que nous oblige le Code du travail, c'est-à-dire de faire un avenant à son contrat. Par contre, sur le A2, ça pose un problème parce qu'effectivement, si le mi-temps thérapeutique est programmé pour démarrant dans le CDDT, puisqu'on est en CDDT et va au-delà, on n'a pas moyen de faire un avenant. Donc sur le A2, on va simplement renouveler. En fait, on fait notre avenant sur le temps du prescrit du mi-temps thérapeutique et on va faire caler après sur le A2 nos périodes couvertes. Parce que là, je parle du C'est compliqué, CDDT. ouais. Voilà, parce qu'il y a quand même la réalité qui est, ça tombe rarement de date à date sur le contrat qu'on a ouvert. Jamais. Donc, voilà. Donc, on gère pour qu'il y ait les DM en cohérence et que vous puissiez suivre sur le A2. Pour autant, c'est pas forcément écrit, enfin, je sais pas comment on dit du coup, mais il n'y a pas forcément une reprise sur le taux plancher. Voilà. Et quelqu'un pareil qui est absent pendant 1 an, qui a des périodes de maintien, de prévoyance, etc., il est comptabilisé comment sur le plancher? 0 ou 1? Sur le plancher, il a toujours un contrat de travail. Oui, même mais s'il est comme absent. on touche plus rien. Oui, mais sur le plancher, il ne calcule pas par rapport aux personnes qui touchent ou qui ne touchent pas. Ok, d'accord. Tu es comptabilisé pour ça va avoir un impact sur le taux de financement. Dès que tu ne fais plus de rémunération du collaborateur, il va passer à 0. Il sera comptabilisé à 0 dans ton plafond de financement. Donc finalement, quand on a quelqu'un qui est en temps partiel thérapeutique, on fait un avenant parce qu'on n'a pas le choix, mais dans EA2, on a intérêt à le laisser sur le temps de son contrat de base en mettant en maladie ces périodes de temps partiel thérapeutique. Parce qu'autrement, c'est ce que disait la personne de Logins, ça cadre jamais sur les dates et c'est impossible à faire. C'est compliqué de le faire cadrer, c'est pratiquement impossible de le faire cadrer. Exactement. Donc, et là-dessus, le service de l'ASP vous a pas donné... Ils ne répondent pas. Ils répondent pas. Moi, quand j'avais demandé pour le dirigeant en situation de handicap, j'ai demandé à la DRET, qui m'a renvoyé sur EA2, et j'ai jamais de réponse, et j'ai relancé pourtant. Donc, sur des questions un peu techniques, personne ne nous répond. Bon, merci. Oui. Mais je réinterrogerai à nouveau sur ce sujet-là, mais c'est vrai que je n'ai pas eu de retour non plus de mon côté. Non. Merci. Donc là, vous aviez le tableau d'équivalence entre les droits des RQTH qui ont été étendus à certains bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Et derrière, vous avez le référentiel de qualification de sortie. Le référentiel de qualification de sortie est celui qui est exclusivement utilisé dans les entreprises adaptées, sont les sorties en emploi durable. Et donc, les sorties en emploi durable, si la personne sort hors entreprise adaptée et entreprise adaptée de travail temporaire avec un CDI, un CDD de plus de 6 mois, un contrat de professionnalisation, un contrat d'apprentissage ou un CDI intérimaire dans une entreprise de travail temporaire, elle est considérée comme sortie en emploi durable. Si elle sort en entreprise adaptée
avec un CDI sans aide au poste, un CDD de plus de 6 mois sans aide au poste, un contrat de pro ou un contrat d'apprentissage, elle est considérée en sortie en emploi durable. Si elle sort en EATT avec un contrat de mission de plus de 6 mois sans aide à l'accompagnement ou un CDI intérimaire, elle est considérée en emploi durable. Et dans les autres situations, si elle crée ou reprend une entreprise ou si elle intègre la fonction publique, elle est considérée sortie en emploi durable. Ça, ce sont les éléments. Quand le collaborateur sort de l'entreprise adaptée, on regarde dans quelle situation et comment il sort, sur quelle nature de contrat il sort pour pouvoir le comptabiliser en emploi durable. Globalement, il faut se dire que tout ce qui est sorti en CDI et en CDD de plus de 6 mois, tout ce qui est au-delà de 6 mois, est considéré comme une sortie en emploi durable. Derrière, il y a la définition des autres natures de sorties, les sorties en emploi de transition, donc qui sont globalement des CDD de moins de 6 mois ou des contrats de mission intérimaires ou accès à un contrat aidé. Donc là, on va être dans de la transition, on est sur de la période plus courte, mais c'est pas cette modalité de sortie n'est pas quelque chose qui est utilisé en calcul dans les différents valorisations des sorties en entreprise adaptée. Donc là, on a la transition et après, on a les autres motifs de sortie où on va retrouver les sorties en formation, les autres sorties, donc licenciement économique, licenciement pour inaptitude, fin de contrat, rupture conventionnelle, réorientation des actes. Et il y a des éléments qui sont retirés de l'assiette de calcul avec la démission, le licenciement pour motif personnel, le départ à la retraite, le décès du collaborateur, décision administrative de justice ou une rupture pendant la période d'essai à l'initiative de l'employeur. Donc ces éléments-là étaient déjà inscrits dans le A2 aujourd'hui, mais n'avaient jamais été officiellement publiés par les services de l'État. Sébastien, une question par rapport justement à ces critères de sortie. Quand une personne donc sort de l'EA en CDI, mais que c'est elle qui, pendant la période d'essai, finalement, abandonne, comment est-ce que l'EA l'enregistre? Pour moi, ça reste une sortie positive. On n'a pas la visibilité sur... Elle avait un CDI en sortant. Si elle est sortie, en effet, si elle est sortie et qu'elle avait un CDI au moment où elle a quitté l'entreprise adaptée, vous la comptabilisez comme sortie de l'entreprise adaptée en CDI. Donc là, vous allez être dans le motif de sortie en emploi durable. Après, la durabilité, elle ne s'est pas traduite dans les faits puisque la personne est ressortie, mais est-ce que c'est lié au travail de l'entreprise adaptée? Non. Donc vous continuez à l'enregistrer. Elle est sortie, elle a bien eu un CDI, donc vous l'avez enregistré comme tel dans l'outil, dans le A2. Merci. Il y a une main qui est levée. Oui, et ce qui n'a pas été baissé depuis tout à l'heure. Ah, d'accord. Ok. Juste pour rappeler également que la circulaire précise bien, être clair sur le sujet du socle. Il n'y a pas d'objectif individuel de sortie entreprise adaptée par entreprise adaptée. La DRETS ne peut pas vous obliger, ne peut pas vous embarquer obligatoirement sur cet objectif. Certaines structures souhaitent le négocier parce que ça fait partie de leur entreprise, de leur politique d'entreprise. Donc ça, il n'y a aucun souci pour le faire. En tout cas, on ne peut pas vous embarquer et vous obliger à introduire des objectifs de sortie EA par EA. Par contre, ce qui est inscrit dans la circulaire et ce qui était déjà inscrit auparavant, c'est qu'il y a un objectif global national pour l'ensemble des entreprises adaptées qui est de passer d'un taux de sortie de 1,9% en 2023 à 3% en 2027. Vous voyez, on reste sur des ambitions qui sont certes une progression, mais on ne demande pas d'avoir 10 ou 15% de sortie des effectifs de l'entreprise qui sont dans le socle, donc qui sont majoritairement en CDI dans l'entreprise adaptée. Donc aujourd'hui, par rapport à ta question, Patricia, on est proche des 3%. En 2024, on est proche des 3% en taux de sortie. Merci Sébastien. C'est quelque chose où on est dans la tendance ou dans les éléments. L'année dernière, on était un peu plus bas. Donc ça varie également d'une année sur l'autre.
Donc ça, c'est ce qui est écrit pour le socle. Et la nouveauté pour les dispositifs de transition professionnelle, donc pour les CDI tremplin et pour les EATT, c'est qu'on a une visée de taux de sortie qui va être progressive, parce qu'aujourd'hui, les 30% qui étaient visés dans l'expérimentation, on les tient pas. Et donc, on va avoir quelque chose de progressif, de 15% en 25, 20% en 26 et 25% en 27. Donc ça, c'est ce qui est donné avec une valeur haute à 25%. Donc ça, c'est le changement qui a eu lieu pour les entreprises adaptées qui mènent le CD tremplin et pour les entreprises adaptées de travail temporaire. Donc les éléments et les modalités de calcul. Attendez, je vous prie de m'excuser. J'ai quelqu'un qui est là. Si tu peux prendre des questions, Christelle, j'arrive. Oui, alors, parce que du coup, j'ai 2 écrans, hein, donc je réponds dès que je peux. Lorsqu'on parle de sortie positive, en tout cas pour les entreprises adaptées, seules sont considérées en sortie positive les sorties en emploi durable uniquement. Donc, c'est la seule chose qu'on peut valoriser. Donc, ça, c'est la seule chose qui est reprise dans le référentiel et qu'on peut donc valoriser au niveau de EA2. Et sur les dispositifs de transition, le taux qui est annoncé, non, les 15% là pour 2025, c'est pas un taux national, c'est un taux individuel, entreprise adaptée par entreprise adaptée. On est passé de 30% qui vous était demandé sur les CDD tremplin ou les sorties en EATT à 15%. L'idée étant de revenir à des taux qui sont atteignables, sachant que sur le sujet de la sortie positive, on est uniquement sur le référentiel qui reprend les sorties en emploi durable, uniquement. C'est-à-dire que les sorties en formation et les autres types de sorties ne sont pas valorisables sur le taux qui vous est demandé de 15%. Voilà. Du coup, pardon, excusez-moi, vous voulez dire que du coup, les formations qualifiantes, elles sont plus en sortie positive? Ouais. Parce que la DRED, ça, nous, quand on a fait le dialogue de gestion, il est comptabilisé en positif. Elles n'ont jamais été comptabilisées en positif. C'est des autres sorties de... Les autres motifs de sortie. En fait, c'est comptabilisé en positif, mais pour l'IAE, pas pour les entreprises adaptées. Ok. Eh ben, nous, notre DRED, ça nous a dit oui la dernière fois. Eh oui, mais Ok. voilà. L'instruction, Merci. elle, dit bien que seules les sorties en emploi durable sont prises en compte pour les entreprises adaptées. Pour l'IAE, tous les motifs de sortie sont valorisables, mais pas pour les entreprises adaptées. En fait, il y a plusieurs éléments qui sont calculés. Il y a de la sortie en emploi durable, il y a du dynamique. Mais nous, c'est vrai que tout est basé sur les éléments en sortie en emploi durable. Et après, même si l'adresse vous dit que c'est comptabilisé, finalement, l'outil va pas le comptabiliser lui-même parce que c'est lui qui va venir vous pré-remplir votre annexe 2 et il va les mettre directement dans la case autre sortie. Ok, et juste une question. Quelqu'un qui aurait une promesse d'embauche CDI à l'issue de sa formation qualifiante, je pourrais le requalifier en CDI si jamais, en revenant en arrière, en disant que finalement il est sorti en CDI, même s'il est parti en qualifiant. Vous pouvez revenir derrière, en effet, et généralement, ils nous autorisent entre 4 et 6 mois après la sortie du collaborateur pour pouvoir venir modifier le critère de sortie. Ok, parce que voilà, quand il y a besoin de passer un permis avant d'être pris en CDI, Oui. voilà, Oui. c'est un peu ça la problématique. Ok, je vous remercie. Il y a une question de Maude Georget. Alors, je n'arrive pas à la comprendre en fait. Maude, est-ce que vous pouvez expliquer, enfin, reposer votre question Oui, sur bien sûr. Bonjour à tous. L'idée, c'est que nous, on fait du déclaratif sur des CDI ou des sorties positives, mais doit-on garder des justificatifs? Parce que le plus souvent, on va rappeler les gens, ils vont nous dire par exemple qu'ils ont trouvé par eux-mêmes un CDI à la suite ou ils vont abandonner une mission parce qu'ils ont un CDI. Dans ce cas-là, normalement, on a le justificatif, mais parfois, on n'a pas forcément d'écrit. Après, si vous transmettez, là, je parle, hein. Oui, si vous ne transmettez pas forcément son contrat, ce qui est logique, parce qu'il n'a pas forcément à vous le transmettre, si vous arrivez à rentrer en contact avec l'employeur chez qui il a signé et qu'il vous fasse une attestation comme quoi le collaborateur a bien
a bien été embauché, ce document-là est suffisant en justificatif. D'accord. Mais On ne après, sait pas forcément chez qui il est employé, hein. Maud, tu ne le sais pas forcément. Ah non, je ne sais pas forcément. Mais souvent, les gens, quand ils ont besoin de vous, ils viennent bien. Puis quand ils n'ont plus besoin de vous, ils vous ghostent. Ils ne répondent plus. Non. mais après ça, avec votre correspondant France Travail, vous pouvez également, parce que lui, il a accès au parcours de la personne, vous pouvez Alors, éventuellement... souvent, ils sont étonnés quand on leur dit des choses aussi, hein, chez France Travail. C'est vrai qu'ils ne sont pas forcément informés ou ils n'ont pas des informations concomitantes avec nous. Les dossiers ne sont pas tout à fait à jour. C'est pour ça que je ne sais pas à quoi est-ce qu'on est tenu, nous, légalement, par rapport à ça. À partir du moment où on a la modulation qui va s'appuyer là-dessus, moi, si je comprends bien, hein, ça veut dire qu'il va falloir qu'on conserve un certain nombre de justificatifs qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la plupart du temps. Je ne sais pas si ça fait écho à d'autres personnes là, dans la salle. Oui, si, il y a d'autres réactions par rapport à ça, hein. Donc, effectivement, pour les CDD tremplin, le ATT, ça a un impact sur votre part modulable. Donc, essayez d'obtenir les informations, ça vous permet de justifier en cas de contrôle sur le versement de la part modulable. Après, oui, le sujet de la RGPD, c'est parfois un argument qui est très facile à utiliser. Donc, soit vous avez encore des contacts avec la personne et qu'elle peut justifier qu'elle est bien sortie en emploi durable et qu'elle est toujours en emploi durable et vous amener un élément d'information pour le dossier, ça peut vous aider, mais ça reste un sujet de toute façon qui est complexe sur le contrôle de la sortie positive. C'est ça. Merci. Est-ce qu'il y a des questions que vous voudriez aborder ou des éléments complémentaires? Alors, il y a une question, enfin, une réflexion de Anita Jaunet là, sur les EATT et sur le fait des 24 mois calendaires qui est toujours pas résolu. Oui, bah ça c'est un problème EATT qui est aujourd'hui en cours de discussion avec la DGEFP depuis des mois. On relance en permanence sur ce sujet-là. On rencontre le nouveau DGEFP début juin. C'est un sujet qui est sur la table pour pouvoir essayer de débloquer la situation. Mais là, on est vraiment tributaire de l'administration sur ces sujets-là et de l'évolution de l'outil EA2 pour pouvoir essayer de lever ces difficultés. Mais en tout cas, c'est bien dans notre feuille de route et dans nos travaux. Il n'y a pas une réunion que je fais avec la DGEFP sans remettre le sujet des EATT, la spécificité et la difficulté que les EATT connaissent aujourd'hui. Comme le souligne Anita, hein, ça a un impact du coup sur le taux de sortie positive et donc le calcul de la modulation, puisque du coup les chiffres sont erronés. Oui, bah, il y a des choses qui sont erronées. Ça ne tient pas compte de l'intégralité des effectifs qui sont missionnés sur toute l'année, puisque derrière, tu ne peux pas saisir. Tu n'as même pas la possibilité de saisir la personne dans EA2. Donc, tu n'es pas du tout comptabilisé dans tes effectifs. Donc, ça a plein de biais, ça crée plein de difficultés pour l'entreprise adaptée de travail temporaire aujourd'hui. Il y a Christine qui a levé la main. Oui, merci. Je n'ai pas pris le temps d'écrire là sur le chat. Vous en avez parlé, mais je n'ai pas entendu toute la réponse sur les critères de sortie. Quelqu'un qui est en CDI dans le A et avec des aides au poste, c'est du coup pas un emploi, pas une sortie, c'est pas un emploi durable, hein, c'est ça, c'est en sortie en emploi de transition. C'est de la transition. Pour qu'il soit comptabilisé en sortie en emploi durable, il ne faut pas bénéficier de l'aide du soutien financier. L'aide au poste. Et deuxième question en corollaire de ça, les CDD tremplin qui pourraient rebasculer en CDI, aide au poste socle, est-ce que la sortie dans ce cas-là est... C'est pas de la sortie positive, ça sera de la sortie de transition, puisque vous bénéficiez d'une aide, donc ça ne sera pas comptabilisé notamment dans la part modulée, dans les résultats pour atteindre les 25% en 2027 de taux de sortie, ça ne sera pas comptabilisé dedans. Ok, merci. Et dernière question. Et juste quand même sur cette partie-là et sur la transformation
tout cas l'embauche dans l'entreprise adaptée d'un salarié qui était en CDD tremplin, le conseil que l'on donne vraiment à toutes les entreprises adaptées, c'est de faire une réunion de bilan avec les acteurs du service public de l'emploi, la personne et vous, l'employeur, pour bien expliquer qu'il a ce besoin de venir être dans l'entreprise adaptée. Parce que sans quoi les DRETS peuvent à tout moment vous dire que vous avez fait un circuit fermé et que vous avez embauché la personne sans autorisation. Donc il vaut mieux créer cette réunion collective qui vient dire oui, ben, la personne a ce besoin de continuer à être accompagnée dans l'entreprise adaptée sur la partie socle. C'est beaucoup plus sécurisé. Avec les SPE, tu dis, et pas, c'est pas nécessairement avec les DRETS, hein, c'est ça, c'est avec. Bah, c'est le SPE qui juge. Oui, c'est le SPE qui juge, qui est plus à même à juger. Après, l'information sera donnée à la DRETS, mais c'est beaucoup plus sécurisant. C'est beaucoup plus sécurisant pour vous. Et je ne sais pas si je peux me permettre de reposer la question sur les BOETH et RQTH. En fait, c'est pas juste le titre BOETH qui suffit, hein, il faut l'extension qui va avec dans ce que tu montrais tout à l'heure. En fait, le BOETH, il faut juste voir, par exemple, vous avez le titulaire d'une pension d'invalidité, il faut être sûr que vous ayez un titulaire de pension d'invalidité qui a une réduction de 2/3 de sa capacité de travail. C'est cet élément-là. Si vous avez ce document-là, c'est suffisant. Aujourd'hui, vous avez ce document qui vous dit Monsieur Durand est reconnu invalide à une pension d'invalidité à une réduction de 2/3 de la capacité de travail. C'est un document qui est suffisant aujourd'hui pour pouvoir l'embaucher. Et il faut quand même avoir le détail de 1/3 de. Ok. Sur la condition d'invalidité, oui, c'est ce qui est fixé. Mais par exemple, sur une victime d'accident de travail, maladie professionnelle et qu'il a une rente de 10%, si vous avez la caisse de la Sécu qui vous dit voilà, monsieur ou madame a une rente de 10% en accident de travail ou en maladie professionnelle, ce document-là est suffisant. Et si la CPM, parce que si dans le document justificatif, il est inscrit en clair que il n'y a pas besoin de demander de RQTH et que ça remplace, on n'a pas besoin d'aller plus loin, ça remplace. Non, parce que c'est vraiment là un BO, c'est vraiment là eux qui vous disent qu'il est vraiment BOETH. C'est eux qui vous le disent. C'est la caisse qui vient vous le préciser. Donc Oui, mais si c'est précisé dans le document de la caisse que ça vaut RQTH et que du coup il ne faut pas demander de RQTH, là ça va. C'est valable. Oui. Ça c'est valable. Merci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, j'ai pas d'autres questions. J'ai pas d'autres questions. Là, il y a eu une sur le fait d'un salarié qui était en CDI sans RQTH et qui demande sa RQTH 2 ans plus tard, savoir s'il peut être intégré ou salarié éligible à l'aide au poste. Donc oui, si on est dans le cadre d'une nécessité pour maintien de l'emploi du collaborateur. Donc après, toujours avoir l'orientation du service public de l'emploi, en l'occurrence des anciens SAMET qui sont maintenant gérés par Cap Emploi. C'est eux qui, du coup, vous accompagneront pour faire valider les éléments. Voilà. Et puis, vous avez dans l'instruction, notamment sur les modalités de calcul du taux plancher et du taux plafond, vous avez les modalités de calcul dans l'instruction qui sont, voilà, ils sont précisés dans l'instruction. Ok. Je vois que Véronique vous a lancé le sondage d'évaluation de la séquence, donc n'hésitez pas à y répondre. Merci d'avoir participé à cette séquence-là. On est toujours heureux de pouvoir animer ces rendez-vous avec les dirigeants d'entreprises adaptées. Je vous remercie de votre participation. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vous dis à très bientôt et on compte sur vous pour être présent au colloque de l'UNEA le 24 juin prochain, si vous en avez la possibilité. Bonne journée. Bonne journée, très bon week-end. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Oui, au revoir, merci. Excusez-moi, vous m'entendez? Oui. J'ai une question de dernière minute, excusez-moi. Oui. J'ai